Par contre, amis japonais, vous pouvez faire mieux en termes d'égalité homme-femme. Vous connaissez cette habitude, on la retrouve notamment en Grande-Bretagne, la question de l'uniforme scolaire. Eh ben, visiblement, on tient vraiment à différencier les garçons et les filles, puisque pantalon pour les garçons et jupe pour les filles. Ah, pourquoi différencier encore et toujours? On pourrait pas faire pantalon pour tout le monde? Ou jupe pour tout le monde? D'autant que ça s'arrête pas là. Mais des fois, les filles portent des jupes, assez tendancieuses, quoi. Regardez par exemple ça. Ah, mais ça m'énerve. Mais faites encore plus court tant que vous y êtes. Non, mieux, tant qu'à faire, baladez-vous à poil, ça ira plus vite. Ah, non mais franchement. Cependant, pour pallier cette inégalité, les garçons portent parfois des jupes à charge de revanche. Ah, il y en a des mignons, hein. Mais y a pas que ça qui est mignon. Visiblement, dans les mangas, on a pris l'habitude d'intégrer des lolis, traduisons ça par des fillettes, soit des jeunes filles de moins de 10 ans. Voilà. Alors, est-ce que c'est une façon d'assumer notre côté pédophile que nous possédons tous? Je ne sais pas. Mais si c'est ça, c'est à double tranchant. Si le pédophile s'attaque, entre guillemets, à ces personnages plutôt qu'à de vrais enfants, c'est cool. Par contre, si en voyant ces personnages, il se dit qu'il lui en faut plus, qu'il a besoin de quelque chose de concret, c'est moins cool. Mais s'il n'y a pas de loli, nous pouvons avoir des jeunes filles carrément mignonnes. Et cette fois-ci, elles ont plus de 10 ans. Et bien évidemment, elles sont mignonnes, elles sont sympathiques, autrement dit, ce sont des personnages parfaits. Et ces filles sont si parfaites que les créateurs en profitent. Bah oui, tu t'attaches forcément à ces personnages. Donc s'il leur arrive quelque chose, tu vas être là, mais non, mais pas elle, pas à elle, s'il vous plaît. Tu vas vouloir qu'elle s'en sorte parce que tu l'aimes. Elle est trop mignonne pour qu'il lui arrive quelque chose. Je veux dire, Nanako, non, je ne veux pas. Elle doit aller bien. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Ce n'est pas possible. Et la petite coude, non, non, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je refuse! Oui, bon, sorti du contexte, ça fait un peu réaction de puriste, mais c'est vraiment parce que je les aime, quoi. Enfin bon, notez cependant que toutes les jeunes filles ne sont pas des anges. Prenons ce personnage. Oui, c'est vrai, elle est mignonne. Et en plus, elle est en fauteuil roulant, donc on a encore plus envie de la protéger. Ce que fait son frère, d'ailleurs. Alors, je comprends que ça puisse l'agacer, que son frère la couvre, peut-être un peu trop. Elle est physiquement diminuée, elle est plus faible, plus fragile que les autres, donc elle a pas envie qu'on la regarde avec de la pitié, ça, d'accord. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas être agréable avec lui non plus, quoi. Il aime juste sa sœur. Il t'aime, donc sois un peu plus sympa, quand même. Mais bon, c'est pas la pire jeune fille. Alors, comme dirait le joueur du grenier, ce personnage n'est ni mignon, ni sympathique. Il est juste affreusement énervant. Enfin bref, puisque j'étais sur les jeunes filles mignonnes, j'ai évoqué ce personnage. Vous lui donnez quel âge? Entre 8 et 10 ans, non? Eh bien, si vous avez fait attention, elle faisait partie des plus de 10 ans. Ouais, elle a 12 ans. On dirait pas, hein? Et encore, croyez-moi, c'est vraiment pas la pire. Vous lui donnez combien? 13-14 ans, non? Elle a 11 ans. Ouais. Son frère a 3 ans de plus qu'elle, donc ça veut dire que c'est lui qui a 14 ans. Ouais. J'aurais donné 15-16 ans. C'est pas grave. En fait, le bas âge de Mikan, tu le remarques uniquement quand elle est avec ses amis du collège. Là, tu dis, ah oui, effectivement, je sais pas à quoi ça tient, mais vu le physique des autres filles, ça la rend plus jeune. Et là, 11 ans, d'accord, j'accepte. Alors là, c'est la débâcle totale. Combien vous lui donnez? 12 ans, il en a 15. Elle en a 16, il en a 15. Tout va bien. Suivant. Combien? 18 perdu. 15, on continue. Allez, 20 ans. Ou à l'extrême limite, au moins 18 ans. Tout faux, il a 15 ans. On récapitule. 15 ans et 15 ans. On se fout pas de notre gueule. On nous prend pour des jambons. Ah, bordel de merde. Et Death Note, ça fait pas mieux, hein. Commençons gentiment. Ça, c'est Light à 18 ans. Ça, c'est Light à 23 ans. Waouh, quel changement! Putain, en 5 ans, le mec, il a pas pris une ride. Enfin, si à 23 ans, tu commences à être ridé, c'est que... enfin, un minimum de changement, s'il vous plaît. Non mais regardez, ça c'est moi à 18 ans, et ça c'est moi... bon, d'accord, c'est un mauvais exemple. Mais normalement, genre, on passe de ça à ça. Là, c'est bon. Et encore, Light, c'est pas le pire. Voici Nier à 14 ans, et voici Nier à 19 ans. Bravo, la puberté, lui, il s'en fout, ça l'affecte pas, ça passe à la trappe, il est plus fort que la puberté. Ah, je sais pas ce qu'ils ont les japonais avec l'âge, mais ils ont un sérieux problème. Non mais regardez Kurimu Sakurano, de Saitokai no Ichizon, elle a le même âge que Chizuru Akaba. Elles ont toutes les deux 18 ans. Elle serait pas un peu trop petite par hasard? Je sais pas combien elle mesure, mais... Sarkozy n'a qu'à bien se tenir. C'est comme Ako et Riko. Bon, elles ont 16-17 ans et elles mesurent seulement 1m45. Alors, c'est petit, mais j'ai connu une fille qui faisait cette taille, donc d'accord, ça peut exister. Mais elle, du coup, elle mesure combien?
Elle a 2 ans de moins qu'Ako Hiriko, donc du coup c'est quoi sa taille? 1m30? C'est possible de mesurer 1m30 à 14-15 ans? Je ne sais pas. Et maintenant, regardez ce personnage. Il est grand, très grand, c'est le plus grand des Little Busters, peut-être même des élèves, il est plus grand que les profs, il est capable d'en maîtriser au moins 2 à la fois, il est musclé, très musclé, donc au moins 1m90 facilement, voire 2 mètres. Que vous êtes naïf, même si je parle tout seul en réalité. Il mesure seulement 1m83. Ouais. Je suis plus grand que lui. Je sais que les Asiatiques sont pas très grands, mais Mais y a pas que les mangaka qui ont des gros problèmes. Les fans aussi, ceux qui regardent et peut-être même toi. Les animés japonais sont un lieu de gros rageux, de gros puristes qui ne supportent pas qu'on touche à l'œuvre originale. Que ce soit par le biais d'un doublage, par exemple, doublage amateur ou professionnel. Je veux dire, prenez ce fandom chanté du premier opening de Death Note et regardez le nombre de votes négatifs. C'est juste incroyable. Ce fandom n'est pas raté, quoi que l'on puisse dire. Il y en a qui vont dire que l'opening japonais est mieux. Mais enfin, c'est pas pareil, c'est pas comparable. C'est juste que vous êtes habitué à l'opening japonais. Si vous commencez par regarder un fandom en français, que vous vous habituez bien à celui-là, et qu'ensuite vous écoutez l'opening japonais, vous allez le trouver automatiquement moins bon. Et puis, en écoutant certains openings ou endings originaux, franchement, je vois pas comment on pourrait faire pire. À tout hasard, What's Up People? Le deuxième opening de Death Note, qui est juste du viol sauvage de The World, le premier opening. Franchement, j'adore le hard rock, le metal et tout, mais là franchement, on est passé de chansons classe à je crie dans mon micro. Et si vous écoutez bien les paroles, elles sont intéressantes. D'ailleurs, en parlant des génériques, quasiment tous les deuxièmes openings, voire plus, sont nettement moins bons que les premiers. Rares sont les exceptions. On peut parler de Naraku no Hana, qui est vraiment génial, tout comme Higurashi no Naku Colony. On peut également parler de Key Plus Word, de Persona 4 The Animation, ou Passionate, de Korewa Zombie Desuka of the Dead, qui, à force de les écouter, c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal. Je pense cependant que la palme revient à Kiss X6, où là, le premier opening était sympathique, mais où le deuxième est vraiment encore mieux, avec Futari no Oniboy, qui est en fait l'opening des OAV. Et tant qu'on est sur ce qui est mieux, les endings sont vraiment hors compétition comparé aux openings. Le seul ending que je préfère à l'opening, c'est celui de Gravitation, mais après, ce n'est que mon avis. Et à propos des génériques, vous vous rappelez que je dis qu'ils duraient tous 1 minute 30. Alors pendant que je parlais, j'ai émis une théorie, et j'aimerais vous l'exposer. 1 minute 30 c'est 90 secondes, 90 c'est 9 et 0, le 0 sert à rien donc on le vire, 9 c'est 3 plus 3 plus 3, il y a 2 génériques par épisode, un au début et à la fin, on multiplie donc les 3 par 2, ce qui donne 666. Bien tenté, mais j'ai découvert votre secret. Plus sérieusement, pour en revenir à la VO, c'est mieux que la VF, ce qui alimente encore actuellement nos débats, c'est que, en plus d'être une question d'habitude, c'est aussi une question de compréhension, tout simplement. On ne comprend pas le japonais, donc on ne peut pas réellement savoir si ce que disent les personnages est bien joué, si leurs intonations correspondent. Alors qu'en français, vu que c'est notre langue maternelle, on peut voir ce qui va pas. Enfin, pas tout le monde. Figurez-vous que la première fois que j'ai regardé Persona 4 The Animation, j'ai réussi à sentir des intonations qui allaient pas. Donc, il faut juste un peu d'entraînement. Et ne pas crier au scandale tout de suite ou en faisant des critiques faciles, en prenant un extrait de 2 minutes sorti de son contexte et dire que la VO c'est mieux que la VF. C'est ridicule. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Parce que si on va par là, moi je peux sortir un contre-exemple avec une vidéo de Gurren Lagann. Et là franchement, je suis désolé pour tous les puristes. Enfin non, je ne suis pas désolé. Mais la VF est juste géniale. C'est à pisser de rire. Je veux dire, il faut que les critiques soient réelles. Par exemple, qu'on critique la voix française de Satoko, là, ok, on entend très bien que c'est pas une gamine de 11 ans qui fait sa voix. Mais Mikan non plus. La comédienne de doublage n'a pas 11 ans, hein. Et là, c'est en japonais. Mais voilà, c'est juste une question d'habitude. Et je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais la VF dépanne bien quand même. Perso, il m'a fallu 3 visionnages pour que je comprenne la fin de Death Note. Me regarde pas comme ça, c'est vrai. La première fois en VO et les 2 autres fois en VF. Donc... D'ailleurs, on ne peut pas critiquer la VF en disant que ça rend les dialogues incompréhensibles. C'est faux, c'est complètement faux. La plupart des animés n'ont pas de VF, et des fois on est obligé de se contenter de traductions qui veulent dire... De qu'elles veulent dire Mais non, la VF, on ne peut pas critiquer comme ça. Elle s'en sort la plupart du temps très bien. Regardez Lovina, par exemple. Mais si vous tenez vraiment à chier sur la VF, je vous conseille de regarder le premier épisode de La Fille des Enfers. Si après ça, vous n'avez toujours pas eu de mort cérébrale, c'est que vous avez beaucoup de chance. Je m'en suis sorti de peu. Là,
que l'on dise que la VO est mieux, d'accord, je l'avoue, je ne vous contredirai pas. D'ailleurs, en parlant de VF, si je vous proposais de franciser les noms des personnages, je suis sûr que vous me direz... Voilà, donc en fait je ne dis rien depuis tout à l'heure, c'est juste mon système de censure qui a bugué. La francisation, c'est notamment ce qu'on a eu avec Sakura, où d'ailleurs Sakura est la seule à avoir gardé son nom japonais. Si on avait traduit comme pour tous les autres personnages, on aurait pu l'appeler Cerise. Je veux dire, des fois les japonais sortent des trucs qu'on est bien obligé d'accepter malgré nous. Par exemple, les kanji, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ça trouve, ils sont en train de marquer les Français sont des cons, et nous, comme on comprend pas, on... bah oui, on est cons. Et c'est pareil pour les noms des personnages. Genre Yukiko, qui veut dire enfant des neiges. Bah, si vous le dites, je veux bien vous croire. Ou encore Gimbe, qui est un nom de garçon. Sans doute, oui. Ou alors Anastasia. Bon, ça, on connaît. Mais Anna, en japonais, ça veut dire trou. Comment on est censé savoir ça? Je pense donc que si on traduisait, de façon correcte bien sûr, ça pourrait être pas mal, et ça permettrait d'éviter quelques scènes incompréhensibles comme avec le prénom de Mikan, qui signifie orange, comme le fruit, ou tangerine. Ouais. Faudrait trouver un équivalent, un prénom français, Clémentine. Ou alors, dire que Canadé c'est joli, c'est pas flagrant quoi. Chérie, j'ai trouvé un nom pour la petite, Canadé. Oh oui, c'est joli. Non. Canadé signifie jouer une mélodie ou jouer d'un instrument, donc pourquoi pas traduire en mélodie? Voilà, là qu'on dise mélodie c'est joli, là je suis d'accord. C'est comme Hatsune qui signifie premier son, pourquoi pas traduire en harmonie? En plus, Hatsune, harmonie, ça correspond vraiment bien au personnage d'Hatsune Miku de Vocaloid. Mais oui, mais je suis bourré de logique, écoutez-moi, je révolutionnerai tout. Et puisque je viens de parler d'Hatsune, j'enchaîne sur le personnage principal qui, très souvent, a perdu au moins un parent ou une personne importante à ses yeux. En l'occurrence, Otonashi a perdu sa sœur. Et franchement, cette perte me fait dire que les créateurs devraient être violés toute la nuit par des chevaux. C'est... Ah! Vous pensez pas qu'elle souffre déjà assez, cette gamine? Et toujours dans Angel Beats, comme je vous l'ai dit, Yuri a perdu ses frères et sœurs. Et là, je dis juste... Mais c'est horrible! Franchement, c'est pas des chevaux qu'il faut à ces mangakas de merde, c'est des éléphants! Ah! Bon, déjà, il faut savoir que là où se trouvent Yuri et Otonashi, c'est dans un monde où tout le monde est mort, donc ça annonce la couleur, ouais! Mais ce ne sont pas les seuls personnages à avoir perdu un ou plusieurs proches. Keita a perdu sa virginité, je veux dire sa mère, Koichi a perdu sa mère, Sakura a perdu sa mère, Nanako, même si ce n'est pas l'héroïne, elle a perdu sa mère, Rémi... Bon bah là, le titre de l'anime indique bien sa situation, Sarah, 2 parents pour le prix d'un, et Riki aussi. Donc, des mangas joyeux. Étonné, au passage, vous avez pas cru que Riki était une fille? Si vous ne connaissez pas, vous êtes en droit de vous poser la question, mais non, c'est bien un garçon. Mais il faut reconnaître qu'il a, en plus de sa voix aiguë, une apparence assez androgyne. Riki est d'ailleurs l'un des personnages masculins à porter une jupe, et ressemblant un peu à une fille, ils se font complètement dans la masse. Personne ne se rend compte que c'est un garçon. Habillé comme ça, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul personnage à avoir une apparence androgyne. Les Japonais ont l'air d'adorer ça. Je vais vous donner quelques exemples et vous essaierez de deviner s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Pas évident, hein? Il y a plus de personnages androgynes que de noirs dans les mangas. Enfin bref. Et comme leur apparence est normalement censée être volontaire, eh bien il faut donc une voix qui fasse aussi bien masculine que féminine. Donc pour des personnages androgynes, c'est logique. Par contre, des fois, je vois pas pourquoi ces personnages ont des voix de femmes. On voit très clairement que ce sont des garçons. Est-ce parce qu'ils sont un peu timides, peureux? Si c'est ça, c'est non seulement insultant envers les femmes, mais en plus c'est cliché, quoi. Ah, bref. Sinon, ces personnages viennent respectivement d'Angel Beats et d'Higurashi, et ces deux animés ont la particularité de posséder un truc que je ne comprends pas. C'est souvent le cas dans les animés japonais, c'est le titre de l'animé qui apparaît vers la moitié de l'épisode. Je vois pas l'intérêt. Petite parenthèse, mais Onihai, là c'est vraiment n'importe quoi. Le titre apparaît quand ça lui chante, il peut y avoir le générique d'intro, une scène de 10 secondes, et hop, le titre. Des fois il arrive au bout de 14 minutes, je rappelle que le générique de fin apparaît à la 21e minute, donc ça a déjà entamé une bonne grosse moitié, hein. Bon, je vais arrêter de réfléchir sur le pourquoi du comment, parce que... Mais voilà, Angel Beats, Higurashi, ou Mineko, Saitoka no Ichizun, tout ça... Pourquoi faire comme si l'épisode était en 2 parties? Ça n'a aucun sens. Et puis, pourquoi c'est le titre de l'animé qui apparaît? Il croit qu'on a oublié ce qu'on regardait? Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de regarder déjà? Angel Beats. Ah, heureusement que le titre est apparu pour me le rappeler.
Encore Death Note, il y a aussi ce principe de séparation, mais là au moins ça sert à quelque chose. On apprend à utiliser le Death Note, le cahier de la mort, quelles sont ses règles, voilà. Là, c'est un minimum d'utilité. Là, on apprend des choses. D'ailleurs, en parlant d'apprendre des choses, c'est vrai qu'en se battant pas mal de mangas, on finit par apprendre un peu le fonctionnement du Japon. Par exemple, l'année scolaire qui prend fin en mars, le fait que les personnages s'appellent par leur nom de famille et non par leur prénom, même entre amis. Et ouais, moi si je dis « Hey Moran, viens ici !» ça fait un peu insultant, mais pas pour les Japonais. Higurashi est une des exceptions. Le groupe d'amis s'appelle par leur prénom, ce qui est quand même un signe de respect. Et à propos de signes de respect, c'est là qu'on remarque que les Japonais ont un paquet de formes de politesse. Alors que nous, on a juste le tutoiement et le vouvoiement, eux, ils ont plein de niveaux de politesse. Kun, chan, san, dono, sama, sensei, senpai, etc. Et on les utilise vraiment pas pour les mêmes personnes. Par exemple, sama, c'est pour les individus qui appartiennent à une classe sociale supérieure. Toujours dans Higurashi, la déesse Yashiro est appelée en japonais Oyashiro-sama. Ou encore, on entend Osama Game, traduit par le jeu du roi, qu'on retrouve notamment dans Bakato Test et Persona 4.